Donc, je me plie au désir de mon chairman, mon président. Donc, effectivement, nous allons parler du dessalement au Maroc comme cas et de l'expérience marocaine dans le domaine du dessalement et comme une solution pour l'alimentation en eau potable en milieu aride. Le programme est comme suit. On va parler, après une petite introduction, on va parler de la stratégie du Maroc en matière d'eau potable, du dessalement comme un outil de planification pour l'alimentation en eau potable des villes du royaume. Et puis, nous allons migrer vers le cas d'Agadir, qui est la première expérience en matière d'eau potable pour le partenariat public-privé, avant de conclure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, donc il est le point le plus proche de l'Europe, avec une superficie qui dépasse les 700 000 km² et une population qui avoisine les 35 millions d'habitants, un climat méditerranéen, un GDP de l'ordre de 2000 euros par capita et le taux d'accroissement économique est de l'ordre de 3 à 4% par an. Le Maroc, ces dernières années, il a lancé plusieurs plans qui touchent à plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'énergie, des infrastructures, de la pêche, du tourisme, de l'urbanisme, de l'industrie, de l'environnement aussi, sans oublier la dimension sociale. Et tous ces plans, ils ont un lien direct avec le développement du secteur de l'eau, qui a aussi sa stratégie. Ceci est parce que l'eau est le vecteur essentiel pour un développement durable. Concernant le secteur de l'énergie, nous avons une dépendance importante par rapport à l'énergie thermique. Plus de 95% de notre énergie est importée. Et vous pouvez imaginer la facture énergétique, combien il est lourd pour l'économie nationale. Donc le mix énergétique actuel, il est à base principalement thermique et hydraulique, avec peu d'énergie renouvelable, mais pour 2020, il y a des projets importants en matière d'énergie renouvelable, que ce soit le solaire et éolien, et le mix énergétique prévu en 2020 et sera avec une participation importante des énergies renouvelables, à peu près 30%. Nous avons une loi concernant l'eau, donc qui touche aux aspects institutionnels, de planification, de la protection et des ressources en eau, et aussi les aspects financiers pour le financement des agences du bassin, avec l'introduction du principe pollueur-payeur et préleveur-payeur. Concernant la stratégie de l'eau au Maroc, nous sommes comparativement aux pays de la Méditerranée, nous n'avons pas beaucoup de ressources en eau. Comme on a un climat méditerranéen, donc nous avons une hétérogénéité effectivement de dispatching de cette ressource en eau, avec plus de concentration de ressources en nord qu'au sud. Et nous avons un potentiel de 22 milliards de mètres cubes, avec 18 milliards comme haute surface et à peu près 4 milliards d'eau souterraine. Si on compare avec la population, nous sommes proches, sinon nous sommes dans le stress hydrique. Et le plus grand volume de nos ressources va vers l'irrigation, avec un pourcentage de à peu près 90%. La stratégie nationale de l'eau au Maroc, elle s'occupe aussi bien de l'offre que de la demande. Elle s'occupe aussi de la réduction c'est-à-dire des effets, que ce soit des effets humains ou naturels sur ces ressources en eau, sans oublier bien sûr l'aspect législatif et aussi le développement des capacités pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie. Le dessalement donc au Maroc, il n'est plus donc historiquement normal. Nous avons opté pour la mobilisation des ressources superficielles et souterraines, avec la construction de plus de 100 grands barrages qui mobilisent 18 milliards de mètres cubes, des milliers de forages et quelques dizaines de systèmes de transfert d'eau. Mais cette possibilité n'est plus d'actualité, parce que
En plus de cette mobilisation, la mobilisation des ressources conventionnelles, la mobilisation des ressources non conventionnelles est devenue un outil incontournable, et sinon il entre en jeu dans la planification de l'alimentation en eau potable de nos régions. Et donc, parmi ces ressources non conventionnelles, il y a le dessalement, un grand programme pour le dessalement d'eau de mer, pour la réutilisation des eaux et aussi pour la captation des eaux de pluie. Ça marche pas. Surtout au niveau du monde rural. Nous avons capitalisé depuis les années 70 une bonne expérience donc en matière de dessalement avec à peu près une dizaine de stations de dessalement de petite et de moyenne taille. Et depuis donc les années 70, et après avoir un passage par des optimisations sur tous les aspects techniques, nous considérons que nous avons développé un savoir-faire en matière de dessalement et que nous pouvons aller vers les stations de grande capacité telles que c'est le cas pour la station d'Agadir, qui sera le principal cas étudié pour cette présentation. Nous avons une capacité installée de l'ordre de 60 000 mètres cubes par jour répartis sur les 10 installations dont j'ai parlé, et nous espérons avoir une capacité de 200 000 mètres cubes par jour d'ici l'an 2016 avec quelques projets qui sont en vue dans le sud du Maroc, à Agadir, Dakhla, Zagoura, Sidi Ifni, El Ayoun, et aussi au nord du Maroc sur la Méditerranée dans la ville d'El Hoceima. Pour ce qui est de l'expérience du Maroc et principalement de l'ONI, l'office auquel j'appartiens, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, nous avons une expérience à Agadir, donc la première du genre pour le domaine de l'eau, je précise bien, c'est dans le domaine de l'eau, à Agadir qui est le deuxième pôle économique du pays, basé sur l'agriculture, la pêche et le tourisme, de 800 000 habitants. Donc, cette ville est alimentée actuellement principalement à partir de ressources conventionnelles. Donc, les ressources souterraines de l'ordre de 30% et des ressources superficielles moyennant deux barrages qui offrent à peu près 70% des besoins en eau. Et puis, nous nous orientons actuellement vers les ressources non conventionnelles avec la réalisation d'une unité de dessalement au niveau de ce point jaune. Donc, cette unité de dessalement, elle a les caractéristiques suivantes: 100 000 mètres cubes par jour sur le principe d'osmose inverse, une prise directe, un pré-traitement par ultrafiltration, et nous espérons la mettre en service en 2016, moyennant un contrat de BOT, le premier en son genre, qui a été signé donc en mai, le 30 mai 2014, sous la loi de 5405 relative à la délégation du service public. Et avec bien sûr des obligations sur les deux parties, que ce soit la partie publique qui a pour tâche de mobiliser bien sûr le terrain et les infrastructures nécessaires pour recevoir cette nouvelle installation, et bien sûr de suivre le contrat de BOT et d'acheter de l'eau. C'est l'unique acheteur de l'eau au délégataire pour assurer le service public. Et puis l'autre partie qui est la partie privée est là pour rôle donc de mobiliser le financement, d'assurer la conception, la réalisation et l'opération et maintenance, ainsi que le transfert de la propriété une fois que le délai de partenariat est achevé. C'est un partenariat qui durera de 2014 à 2036 avec un partage des responsabilités et des risques. L'organisation institutionnelle de ce contrat BOT, qui est entre bien sûr l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et un joint venture d'une compagnie espagnole à Bengoa en l'occurrence, et une compagnie donc publique d'investissement marocaine qui apporteront aux deux bien sûr l'equity, et la partie dette elle est réalisée par une banque à l'échelle nationale, et puis l'État est là pour rôle bien sûr de garantir ce contrat.
Donc, quelques données sur le planning et les coûts. Donc, un CAPEX qui est inférieur à 100 millions d'euros, un OPEX qui est inférieur à 1 euro le mètre cube. Nous sommes en plein mobilisation donc de satisfaction de tous les préalables pour le démarrage effectif des travaux. Et donc, les travaux qui vont durer 2 années, et l'exploitation va durer 20 années. Donc, aussi, la rémunération, il va toucher les 4 composantes, que ce soit les composantes fixes ou bien variables. Et nous avons l'obligation, bien sûr, d'acheter de l'eau avec un minimum à assurer. Et nous avons des instruments de financement qui comportent l'hypothèque sur le terrain, la garantie de l'État et l'agrément tripartite avec les parties prenantes. Donc, points pour que ce type de contrat réussisse. Donc, il faut bien sûr lancer les études économiques au préalable pour s'assurer de l'opportunité de ce contrat, de ce type de contrat. Il faut bien sûr un contrat bien négocié parce que nous allons cohabiter à long terme. Et il faut bien sûr, avec l'aide des consultants des deux parties, sur tous les aspects techniques, financiers et juridiques. Et il faut bien sûr un bon partage équitable des risques entre les différentes parties. Il faut bien sûr que la partie publique apporte les garanties nécessaires quant au paiement des droits des rémunérations de la partie privée, et bien sûr que la partie privée s'engage à remettre les installations après fin du contrat dans de bonnes conditions. Et bien évidemment, il n'y a pas que l'aspect technique et financier, il y a aussi un partage du savoir-faire c'est la clé bien sûr d'un partenariat durable et d'une duplication de ce genre de contrat. Comme une conclusion, donc, je pense que le dessalement mais nous sommes convaincus aussi que le dessalement est la solution, et bien pourrait être une solution pour l'alimentation en eau potable des zones arides, mais ce n'est pas l'idée seule n'est pas réalisable s'il n'y a pas bien sûr une stratégie derrière, une régulation qui couvre les intérêts des parties prenantes. Bien sûr, il faut des ressources naturelles et des ressources humaines en conséquence. Il faut un développement du savoir-faire. Il y a eu une discussion ce matin sur la question. J'espère avoir apporté quelques éclaircissements sur l'expérience de l'ONU en la matière. Et bien évidemment, il y a des solutions, en l'occurrence le partenariat public-privé, qui peut apporter des solutions possibles. Merci.